maturité, et que c'est des gens pour lesquels l'horizon, c'est plutôt demain matin qu'à 10 ans. Et donc les emmener vers l'emprunt nous paraît une idée fausse, d'où le fait de la subvention massive. Les projets sont subventionnés à hauteur de 70 à 80%, et le reste, il fait l'objet d'un microcrédit qui permet de boucler l'opération. On était sur un rythme de 50 000 logements par an. Cette année, on devrait être à 100 000 logements par an, et l'objectif, probablement dès l'année prochaine, c'est 150 000 logements par an. L'idée, c'est d'éradiquer en une dizaine d'années le 1,5 million de logements très énergivores détenus par des gens modestes. Ça ne résume pas tous les logements énergivores, mais c'est ceux détenus par des gens très, très modestes. Troisième élément, et là on raisonne sur un ensemble de l'ordre de 4 millions de logements en situation de précarité, enfin, dont les occupants sont en précarité. Troisième élément, les copropriétés. Copropriété, c'est 8 millions de logements. Et là, il y a des gens qui désespèrent du sujet, moi pas du tout, parce qu'on a traversé une période qui d'ailleurs n'est pas encore achevée, dans laquelle la loi change tout le temps les règles de majorité, les règles de travaux, tout le temps. On est encore en train de modifier les règles de la copropriété. Et ça conduit un grand nombre de syndics à me dire « t'es très gentil, mais quand la loi s'instable, on y pensera ». Voilà. Donc, effet de réponse assez naturelle de gens qui n'ont pas tout à fait envie de s'y lancer, mais trouvent là une raison de ne pas se lancer dans le sujet. Et puis, difficulté à mobiliser les banques sur un sujet essentiel qui est pouvoir lisser la dépense des copropriétaires sur la durée. On a inventé ce qu'on appelle un éco-prêt collectif à taux zéro. C'est-à-dire un prêt que le syndic va chercher pour les besoins des copropriétaires qui le souhaitent. Pas tous, certains veulent payer, pas de sujet, mais ceux qui le souhaitent, c'est le syndic qui fait la démarche. Et ils nous disent tous, je peux faire voter les travaux si en même temps je dis que la dépense va être lissée sur 15 années sans intérêt. Voilà. Il se trouve qu'il y avait un seul établissement qui distribuait plutôt bien ce prêt, le crédit foncier, et que BPCE a décidé de supprimer le crédit foncier. Et donc les services du crédit foncier sont dilués dans le groupe BPCE, et ça ne favorise pas la production de mes prêts collectifs. Donc il faut réinventer des bailleurs qui aient envie de distribuer ce prêt pour que les copropriétaires puissent y aller. Mais pour le reste, il est démontré qu'il n'y a pas besoin d'être riche dans une copropriété pour qu'elle puisse s'engager. Les exemples que j'ai de copropriétés qui sont primées, qui sont remarquées, qui ont fait des gros travaux, c'est des copropriétés avec des gens avec un pouvoir d'achat modeste. Les plus fragiles sont aidés par l'ANA et les autres sont aidés par le lissage de cette dépense sur la durée. Voilà. Mais on a encore ce sujet de trouver ce prêt collectif qui en ce moment n'est pas disponible et de stabiliser les règles. Et puis il y a dans le parc résidentiel les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en copropriété mais qui ne sont pas en maison individuelle et dans la précarité. Et là, les aides sont multiples et nous pensons, elles sont multiples, on peut ajouter, elles sont presque illisibles, parce que entre le crédit d'impôt, les coprêts individuels à taux zéro, les subventions de l'ANA, les aides que les régions ou les intercommunalités mettent en place, et les certificats d'économie d'énergie qu'on peut mobiliser, c'est un peu compliqué pour Madame Tout-le-Monde. C'est même vraiment compliqué pour Madame Tout-le-Monde. Et donc le sujet, c'est
il y a eu une tendance qui a été de dire, bon, on va essayer de simplifier, de faire une aide unique, etc. Je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que je pense que c'est trop compliqué, on va y mettre 5 ans à essayer d'unifier ça, et que le seul sujet, c'est d'inventer un accompagnement des ménages de la part de quelqu'un qui se charge de mobiliser les financements. En somme, je n'ai pas besoin, pour conduire agréablement ma voiture, je n'ai pas besoin de soulever le capot et d'entrer dans la complexité du moteur. Il y a des gars dont le métier, c'est le garagiste, c'est de savoir s'occuper du moteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça roule. Bon, ben, on peut inventer, on doit inventer cela, et il y a un programme massif qui se met en place autour de l'accompagnement des ménages, qui est financé dans la durée. On a 200 millions d'euros sur 3 ans, c'est tout à fait suffisant, et on est en train de donner la main aux régions et aux intercommunalités, aux métropoles, pour le mettre en œuvre. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est ce qui est en train de se faire, et moi je porte beaucoup d'espoir dans le succès de cela. Voilà pour le parc résidentiel. Je termine avec le parc tertiaire. Là, il y a du nouveau, puisque la première obligation de rénover vient de voir le jour. Je vous ai expliqué qu'on était sur l'incitation dans les logements, on était sur pas d'incitation sur le parc tertiaire, il n'y avait pas d'aide, et on passe sur une obligation dans le parc tertiaire, qui est une obligation qui se déploie jusqu'à 2050 et qui dit aux acteurs du grand parc tertiaire, plus de 1000 m², qui leur dit en 2030, vous devez avoir fait 40% d'économie d'énergie par rapport à votre situation 2010. En 2040, vous devrez avoir fait 50% d'économie d'énergie et 60% en 2050, avec des modulations, etc. Tout ce programme, il a été élaboré avec les maîtres d'ouvrage qui détiennent ce parc tertiaire. On va voir dans quelques jours si la décision, on saura ça le 25 septembre, a fait l'objet d'un recours ou pas. Le décret a fait l'objet d'un recours ou pas. On est en train de mettre au point les derniers boulons, toujours dans une grande concertation entre l'administration et les professionnels, pour déterminer des valeurs qui seront dans l'arrêté qui verra le jour. Bref, on a pour le parc privé et le parc public tertiaire cette obligation. Et cette obligation, elle s'adresse du côté du parc privé à des acteurs qui, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont pas attendu l'obligation pour se mettre en mouvement, parce que eux avaient des enjeux de valeur. Et je m'explique. Ce grand parc tertiaire, c'est essentiellement un parc locatif. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un parc? C'est la qualité d'un parc locatif pour un investisseur, pour une foncière, c'est la qualité de signature de son locataire. Si je veux garder un locataire qui a une signature type A, par exemple, il faut que je lui offre des locaux qui sont conformes aux exigences RSE qu'il a négociées dans l'entreprise avec les partenaires sociaux. En d'autres termes, il n'ira pas dans n'importe quel locaux. Il ne restera pas dans n'importe quel locaux qui ne répondent plus aux standards de qualité qui ont été décidés dans son entreprise. Et donc, j'ai le choix, si je veux garder des locataires ayant une belle signature, soit de faire une rénovation importante, soit de vendre ou de démolir et de reconstruire. C'est ce que font, c'est les arbitrages que rendent les grands investisseurs internationaux dans cette situation-là, puisqu'ils sont en concurrence avec des locaux produits aujourd'hui qui répondent à des normes de confort et de qualité bien supérieures. Donc, eux étaient déjà en mouvement. Mais le parc moyen ne l'est pas encore,
il va falloir l'accompagner, et le parc public, qui a l'obligation, lui, c'est un électrochoc. Parce que il s'est produit une prise de conscience tout à fait réelle dans le parc de l'État, qui est sur la base de réalisations d'audits qui ont été faits intensément en 2009-2010. Il a compris qu'il avait un parc qui n'était pas bien aux normes, et notamment avec des surfaces par agent très supérieures aux ratios que le parc privé pratiquait. Et donc ça a conduit, et puis en même temps, l'État a inventé cette démultiplication des rôles entre l'État propriétaire et l'État exploitant, l'État occupant. L'État occupant payant une sorte de loyer virtuel pour son occupation, qui vient grever ses budgets. Tout ça a conduit à un mécanisme vertueux de réduction des surfaces, qui a donc produit un effet de réduction des consommations d'énergie. Donc il n'y a pas eu de gros travaux de fait, mais par le biais d'une meilleure gestion du parc, de contraction du parc, il y a eu un effet pas négligeable d'économie. Maintenant, il faut aller plus loin, et là, tout est à construire. Et puis, dernier mot, c'est là-dessus que je vais terminer mon propos. Dernier mot, le parc des collectivités territoriales. Et là, on a pour le moment un sujet compliqué. On a travaillé beaucoup sur ce parc avec des élus locaux pour comprendre quels sont les leviers de leur prise de décision. On s'aperçoit que la question du financement, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, n'est pas la question première. Qu'il y a plein de questions avant qui sont des questions d'ingénierie. Par où je commence? Comment je fais? Est-ce que je privilégie tel type de bâtiment ou tel autre type de bâtiment? Est-ce que je groupe l'action sur l'ensemble de mes écoles ou pas, etc., etc. Beaucoup de questions de méthode qui supposent un accompagnement, en somme comme un ménage, qui suppose un accompagnement, et même dans des grandes collectivités. Je suis allé parler à des conseils départementaux qui se posaient ce type de questions, ou à des métropoles qui se posaient les mêmes questions. Donc, une grande difficulté au passage à l'acte, et nous sommes en train de vendre, avec le soutien du ministre de l'Éducation nationale et celui du ministre de l'Écologie, l'idée que ce serait bien de travailler sur le parc éducatif par priorité. Alors pourquoi? Parce que d'abord, on va enfin s'occuper de ceux dont on parle tous les jours quand on prononce le mot développement durable, parce que je vous rappelle que dans la définition de développement durable, c'est un changement de nos comportements pour les générations futures. Bon. Donc on va enfin s'occuper des générations futures, des jeunes. Deux, c'est parmi les actes compliqués qu'un maire peut prendre, c'est l'acte le plus consensuel qui soit. Travailler sur la rénovation de l'école ne suscite que l'adhésion de l'opposition municipale. 3, on sait qu'on ne peut pas rénover un bâtiment sans y associer les occupants, parce qu'il va falloir qu'ils ajustent leur comportement. Et donc la communauté éducative sera dans la danse. Et peut-être que vous me voyez venir en pensant qu'il va se produire quelque chose de très heureux qui va nous permettre de boucler la boucle de la rénovation des bâtiments, c'est-à-dire que les enfants, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, vont être de retour chez eux les ambassadeurs de la rénovation des logements. Les enfants ont su former leurs parents à la prévention routière, ils ont su les former au tri sélectif, au tri des déchets. Moi, c'est une de mes filles qui a fait l'agro, qui s'est comportée comme un ayatollah. Elle vit sa vie, elle a ses enfants et tout ça, mais on a continué de peur qu'elle vienne vérifier ce qu'on fait. Donc, nous, c'est la peur de notre fille qui nous a conduit à adopter des comportements qui n'étaient pas naturels. Je ne suis pas né avec l'idée du tri des déchets, comme
d'autres générations avaient pu le faire, et ça marche très bien. Donc les enfants sont des très bons formateurs des parents, et je me dis qu'ils pourront apporter ce surcroît d'énergie aux parents pour que les logements basculent vers une grande rénovation énergétique. Voilà. Donc je vous ai décrit un système général qui a comme caractéristique d'être très complet, parce qu'on n'a rien exclu, c'est peut-être un tort, qui est financé assez largement, même si des financements sont en train d'être réduits, le crédit d'impôt de la transition énergétique, alors que d'autres financements sont en train d'augmenter les certificats d'économie d'énergie, et je me tourne vers des anciens d'EDF pour dire merci à EDF de se prêter au jeu, mais merci aux Français d'accepter à travers la ligne CSPE de payer cela sans le savoir. C'est formidable. C'est formidable, c'est un impôt indolore qu'on paye tous sous forme des certificats d'économie d'énergie. Indolore pour beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore mesuré. Ça ne durera peut-être pas. Pour le moment, le relais est pris par les certificats d'économie d'énergie et il est mis en place aujourd'hui une somme globale de l'ordre de 4 milliards d'euros pour aider à la rénovation, auquel j'ajoute 1 milliard qui est celui que Action Logement est en train de mettre en place sur la rénovation des logements privés. Action Logement, vous savez, c'est le 1% logement, c'est-à-dire l'effort des employeurs, l'effort de construction des employeurs à hauteur de 0,45% de la masse salariale, qui est ramassé par Action Logement et qui va consacrer 1 milliard d'euros à cette action de rénovation des logements. Voilà. Donc, un bilan que je ne dresse pas, une action dont je pense qu'elle commence à porter ses fruits, et surtout une idée qui est, à laquelle je crois profondément, qui est qu'on ne peut pas espérer, dans un sujet qui bouscule autant de choses que celui de la rénovation, de marcher avec un pas accéléré qui laisserait sur le bord du chemin trop de gens. Donc je pense qu'il faut, comme disait un président, donner un peu de temps au temps, et qu'il faut se rappeler qu'on est pressé, et quand on est pressé, on va peut-être doucement. Voilà.